Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre 19h sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 20 août et voici les titres. Le don de sang, c'est rapide, simple et cela sauve des vies. Mais pendant la période estivale, avec les nombreux départs en vacances, ils se font plus rares alors que la demande, elle, reste évidemment forte. Pour faire face à cette pénurie, le docteur Mélanie Rinaudot-Gojous, chef de service du centre de transfusion sanguine au CHPG, lance un appel aux dons dans ce journal. L'été, les activités ne manquent pas à Monaco, alors on s'est glissé dans la peau d'un vacancier pour vous faire découvrir les coulisses d'une enceinte mythique, le Stade Louis II. Son architecture atypique, sa vue sur les montagnes et sa réputation qui n'est plus à faire. Nager comme un dauphin tout en profitant des merveilles de la Méditerranée, c'est désormais possible grâce aux scooters sous-marins qui vous propulsent dans les profondeurs sans aucun effort. Nous avons testé cette nouvelle technologie pour vous du côté de Cap d'Aille. Vous l'avez peut-être aperçu hier soir dans le ciel de la Principauté, la super lune bleue, comme la nomme la NASA, a offert un très beau spectacle. Notre invité sera le directeur de l'Astrorama d'Èze. Il nous expliquera tout sur ce phénomène bien particulier. Et puis nous vous proposerons une pause gourmande aux couleurs de l'Italie, découverte dans ce journal de la toute nouvelle enseigne de la Principauté, Il Paquello. Dans ce restaurant, tout est fait maison. Alors que la période estivale bat son plein, le CHPG fait face à une pénurie de sang. Le nombre de dons a considérablement chuté avec une baisse de 16% en juillet et de 41% rien que pour début août. Chaque année, ce sont entre 4500 et 5000 poches de sang qui sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients monégasques. Le centre hospitalier de la Principauté tire donc la sonnette d'alarme. Pour en parler, notre journaliste Maclor Babu-Tulua a reçu la chef de service du centre de transfusion sanguine, Mélanie Rinaudot-Gojous. À Monaco, les dons de sang ont baissé de 16% en juillet et de 41% début août. Et la tension risque de s'accentuer après le 15 août, d'où cet appel aux dons que vous lancez. Tout à fait, nous avons constaté une réelle baisse des dons de sang depuis fin juillet. Et là, nous avons une chute des prises de rendez-vous pour fin août, ce qui va réellement poser des problèmes en termes de stock de produits sanguins labiles pour les patients qui sont pris en charge au centre hospitalier Princesse Grasse, mais également au centre cardiothoracique et à l'IM2S. Le centre de transfusion sanguine du centre hospitalier délivre chaque année entre 4500 et 5000 poches de sang. Comment se répartit l'approvisionnement? Pour quel type de prise en charge? Nous prenons en charge, grâce aux transfusions, bien sûr, tout ce qui est hémorragique, donc après un accident, une opération hémorragique, après un accouchement pour les femmes enceintes. Mais les dons de sang, en fait, nous permettent également de prendre en charge des patients qui ont des maladies du sang ou des patients qui sont traités pour des cancers, par exemple. Et en réalisant ce que l'on appelle un don de sang total, on peut sauver jusqu'à 3 vies, c'est bien cela? Alors, avec un don de sang total, en effet, après, nous pouvons fabriquer une poche de globules rouges, une poche de plaquettes et une poche de plasma. Et bien sûr, ces poches seront délivrées aux patients qui en ont besoin. Et j'imagine que ces poches de sang ont une durée de vie limitée? Tout à fait, une durée de vie limitée puisque nous parlons de 42 jours pour une poche de globules rouges, 7 jours pour une poche de plaquettes et au moins 1 an pour une poche de plasma. Quels sont les groupes sanguins les plus recherchés, les plus demandés? Alors nous avons besoin de tous les groupes sanguins, il faut vraiment avoir cette notion-là. Bien entendu, les groupes de rhésus négatifs sont moins fréquents, c'est 20% de la population générale, donc le stock de poches rhésus négatifs est souvent en tension en premier. Combien y a-t-il de donneurs réguliers en Principauté? Nous avons environ 1000 donneurs réguliers sur la Principauté. Et à quelle fréquence peut-on faire un don de sang? Nous pouvons donner notre sang toutes les 8 semaines, en sachant que pour une femme, il ne faut pas dépasser 4 fois par an. Est-ce que l'on peut revenir sur les quelques règles à respecter lorsque l'on donne son sang? Bien entendu, alors pour donner votre sang, il faut au moins peser 50 kg, être majeur, en bonne santé et bien s'hydrater et surtout ne pas être à jeun avant de venir faire le prélèvement.
Et du coup, si je souhaite moi-même réaliser un don de sang, comment est-ce que je procède? Rien de plus simple, vous pouvez prendre rendez-vous sur la plateforme Monaco e-santé ou appeler le 97 98 98 20. Une secrétaire va de toute manière vous rappeler pour voir avec vous certaines questions sur les voyages, les médicaments, pour être sûr que vous soyez éligible au don du sang avant de venir sur le site du CHPG. Merci d'avoir répondu aux questions de Monaco Info, Dr Mélanie Rinaud-de-Gojous. Je rappelle que vous êtes chef de service du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier Princesse Grace. Mais je vous en prie. Découvrons à présent cette activité qui séduit toujours énormément de monde. Chaque année d'avril à octobre, les touristes ou résidents peuvent partir à la découverte du stade Louis II. Des visites y sont organisées plusieurs fois par jour durant la semaine. Une belle façon de s'immerger dans l'histoire de l'antre mythique des Rouges et Blancs. Plus de détails dans ce reportage de Christine Datomel et Camille Caloni. Une manière de découvrir et de redécouvrir les différentes facettes du stade Louis II de manière ludique et originale. Par petits groupes de 30 personnes, vous pourrez déambuler tels des athlètes dans l'enceinte du stade Louis II. Une visite dure en moyenne 45 minutes, l'occasion d'en apprendre davantage sur les différents sports qui se pratiquent au Louis II, mais aussi de découvrir les coulisses de l'AS Monaco. On a un parcours qui est fixe, donc à savoir on commence par le centre nautique Albert II, ensuite on fait la salle Gaston Médecin. Là nous nous trouvons dans la circulation des salles de sport, puisqu'en fait beaucoup de gens ils n'imaginent pas qu'on puisse avoir d'autres salles de sport, donc on montre le dojo, la salle d'escrime et la salle de boxe, et ensuite nous allons dans les vestiaires de l'ASM Football Club, puis sur le terrain. Bien entendu, en fonction de l'utilisation et de la mise à disposition des manifestations, des travaux, on ne peut pas tout montrer aux visiteurs. Donc en fait, chaque jour, on adapte le parcours en fonction des disponibilités des salles. Je suis un grand fan de l'AS Monaco. Alors forcément, visiter le stade pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Faire voir à mes enfants, comme on est venu au match ce week-end, c'est nos vacances, donc c'est pour ça qu'on voulait voir le stade de Monaco. Moi, je l'ai déjà vu, mais pas eux. Et alors, ça fait combien de temps que vous êtes fan de l'AS Monaco? Ça doit faire plus de 20 ans. Et si beaucoup comme Grégory souhaitent visiter le stade Louis II pour découvrir l'antre des Rouges et Blancs, une autre discipline est en passe de prendre le relais. Ce qui plaît le plus jusqu'à présent, c'était beaucoup le foot. Le football, les vestiaires, le terrain, le stade. Mais on a de plus en plus de personnes qui viennent pour tout ce qui est Roca Team, justement, et pour le basket, puisqu'on a une demande accrue au regard des saisons actuelles du basket. Donc on a de plus en plus de demandes pour la salle de Gaston Médecin. Actuellement en travaux, la salle Gaston Médecin ne peut être visitée actuellement, mais les visites devraient reprendre d'ici le mois de septembre. Pas la peine de réserver vos places à l'avance, il vous suffit de venir au stade Louis II 10 minutes avant chaque séance. 5 séances par jour sont organisées du lundi au vendredi, et ce jusqu'à la mi-octobre. Et les visiteurs du stade Louis II auraient peut-être pu croiser la toute nouvelle recrue de l'AS Monaco FC. Il s'agit du défenseur néerlandais Jordan Thésée. Après avoir passé la traditionnelle visite médicale sans encombre, le joueur de 24 ans va venir renforcer l'arrière-garde monégasque. Ce latéral droit solide et polyvalent a pu paraffer un contrat de 5 ans qui le lie au club de la Principauté jusqu'en 2029. Alors que certains commencent à voir en ce 20 août la fin des vacances, nous vous proposons ce soir de partir à la découverte des activités aquatiques de demain. Pour cela, prenons la direction de Cap d'Aille où une nouvelle technologie a fait son apparition. Il s'agit du scooter sous-marin qui vous propulse sous l'eau comme une torpille et vous permet de profiter sans effort des fonds marins. Sensation garantie comme vous allez le voir dans ce reportage de Juliette Rappert et Camille Caloni. Il est 8h sur le sentier des douaniers de Cap d'Aille et Julien Barbagallo, instructeur d'apnée, prépare le matériel pour une randonnée palmée pas comme les autres. C'est la nouvelle activité aquatique à découvrir cet été, le scooter sous-marin, et vous n'avez pas forcément besoin d'être expert en la matière. Alors justement non. Alors effectivement, avoir une expérience ça aide, parce que ça permet de s'amuser, pour les apnéistes de s'amuser à tout de suite descendre un petit peu. Les gens qui ont l'habitude de faire du snorkeling, ils connaissent le matériel, au moins les palmas tuba. Néanmoins, c'est ouvert aux personnes, on va prendre le temps, 5-10 minutes à bien montrer le matériel et très facilement, ils vont prendre en main le scooter, voire même ça va les aider pour les personnes ou les rassurer les personnes qui ont du mal à nager. C'est ouvert aux débutants, même aux enfants. On a des petits modèles où ils vont se mettre sur une petite planche et avec 2 petites gâchettes, ils vont se diriger.
Que ce soit pour explorer les fonds sous-marins ou simplement vous amuser, ce propulseur équipé d'un moteur électrique à hélice promet de vous faire vivre des sensations inédites. L'idée, c'est d'allier les deux un petit peu, d'avoir ce côté un petit peu ludique, nouvelle sensation du scooter, et à un moment savoir s'arrêter, regarder un petit peu les poissons et de bouger comme ça, effectivement. Saupe, saran et même un joli poulpe sont venus saluer les plongeurs. Une nouvelle façon de se déplacer et profiter de la Méditerranée. C'était la première fois et c'était vachement cool. On se sent un peu comme un Ironman sous l'eau et on peut voir plein d'espèces de poissons, passer sous les grottes. Ça m'a beaucoup plu. Moi j'ai pu aller un peu plus loin que là où je vais d'habitude du coup. C'était facile, on se fatigue moins aussi. On a quand même le professeur qui est là pour nous expliquer du coup toutes les espèces, etc. qu'on ne connaît pas par nous-mêmes. Là j'ai vu deux choses qui étaient super intéressantes. La première en apnée pure, de pouvoir descendre et rester plus longtemps. Et découvrir, vraiment descendre, aller sous un rocher, des choses comme ça. Qui normalement font consommer pas mal d'oxygène, puis là finalement on y va en 2 secondes et du coup on peut se balader beaucoup plus longtemps. Après ce que j'ai bien aimé aussi, c'était pas en apnée, de juste regarder, de juste se balader en fait, d'être en surface et de regarder les poissons et juste ça en fait ça change et je trouvais ça super intéressant. Alors si vous êtes en quête de nouveautés, n'hésitez plus, plongez. La super lune bleue a irradié le ciel dans la nuit de ce lundi à mardi. Un spectacle visible à Monaco dont ont pu profiter les amoureux d'événements cosmiques rares. La lune est ainsi apparue plus grande et plus brillante que d'habitude. Et elle devrait être encore présente durant les prochains jours. Mais à quoi ce phénomène est-il dû? Pour en savoir plus, nous recevons sur notre antenne Michael Pfimelin. Il est le directeur de l'Astrorama d'Aise. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous concrètement comment se produit ce phénomène de super lune bleue que l'on a pu observer hier soir. Eh bien écoutez, alors c'est un terme qui n'est pas forcément très bien compris. Sur une année, on s'attend à avoir à peu près 12 pleines lunes. Et donc, par saison, comme on a 3 mois, 3 pleines lunes. Cependant, comme vous voyez que le cycle est un petit peu plus court qu'un mois entier, il peut arriver que dans certaines saisons, nous n'ayons pas donc 3 pleines lunes, mais 4. Et à ce moment-là, la 3e pleine lune est appelée la lune bleue. Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu plus rouge? Hier soir, c'est vrai, on a pu observer un petit ton un peu plus rosé, un petit peu plus rouge. Est-ce que vous l'avez constaté également? Alors oui, mais c'est un phénomène en fait que l'on peut observer à n'importe quel moment. Et en fait, le fait que les rayons lumineux doivent traverser l'atmosphère va changer par déviation notre perception de la couleur. On va voir les objets plus rouges qu'ils ne le sont en vrai. Et plus l'objet que vous observez est bas dans le ciel, que ce soit pour le Soleil ou pour la Lune, du coup, vous observerez un objet qui sera plus rouge que sa véritable couleur. Des photos exceptionnelles ont été diffusées sur Internet par des milliers de personnes. Quel était finalement le meilleur moment pour l'observer dans la nuit d'hier soir? Entre hier soir et les prochains soirs, la fenêtre d'observation va se situer à peu près entre 19h et minuit. Parce qu'en fait, dans les prochains soirs, même si techniquement, ce ne sera plus la véritable dite lune bleue. Mais en fait, la lune sera malgré tout encore quasiment pleine et elle sera malgré tout magnifique à observer. Alors, il y a autre chose qui est important dans ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la super lune. C'est-à-dire qu'en fait, la lune autour de la Terre ne va pas décrire un cercle parfait, elle va davantage décrire un cercle un petit peu écrasé qu'on appelle une ellipse. Ce qui fait que du coup, parfois, la lune va se trouver un petit peu plus proche de nous ou au contraire, un petit peu plus loin. Et du coup, ça va changer la taille que l'on va percevoir depuis la Terre. Là, elle se rapproche de son point le plus proche de nous. Et du coup, on va la voir légèrement plus grosse que ce que l'on la voit habituellement, à peu près 10% de plus par rapport au point, à la taille que l'on observerait lorsqu'elle serait le plus loin de la Terre. Mais il faut savoir que du coup, elle va alterner à peu près entre 350 000 km et 400 000 km de nous. Du coup, cette différence de taille, en fait, elle n'est pas forcément perceptible à l'œil nu. Pour vraiment s'en rendre compte, il faudrait avoir fait déjà plusieurs observations, avoir un vrai objet terrestre pour comparer un petit peu la taille perçue. Et à ce moment-là, on pourrait se rendre compte qu'elle paraîtrait légèrement plus grosse. Et du coup, ces deux phénomènes, entre guillemets, se superposant, en font un événement un petit peu attractif.
Ce phénomène, je crois, ne se produirait que tous les 10 ans. Pourtant, l'année dernière, nous pouvions aussi l'observer en été. Pourquoi ces deux phénomènes ont été cette fois-ci aussi rapprochés? Alors en fait, on peut l'observer à peu près tous les 3 ans, en fait. Donc en fait, c'est un phénomène qui est finalement relativement régulier. Alors il peut y avoir des petites variations, comme on l'a vu. En fait, ce sont des choses qu'on est capable de très bien anticiper parce qu'on connaît extrêmement bien les lois physiques qui régissent le mouvement de ces objets. Donc on est capable d'anticiper sur des dizaines, des centaines d'années. Et vous pouvez trouver facilement en ligne des calendriers. Vous saurez exactement l'ensemble des prochaines lunes bleues ou des superlunes, puisqu'en fait, les deux phénomènes, vous l'avez compris, ne coïncident pas forcément. Il se trouve qu'ici, exceptionnellement, on a donc les deux phénomènes ensemble. Donc, en fait, c'est assez intéressant de voir qu'on peut aussi voir cet événement comme une pratique de l'esprit critique et du recul qu'il faut avoir par rapport à quelque chose qu'on peut nous présenter dans la communication grand public. Dernière question pour les amoureux des événements cosmiques un petit peu rares. Quel est le prochain phénomène à ne pas manquer dans le ciel, la nuit plus particulièrement? Alors ce n'est pas sûr parce qu'elle pourrait très bien se désintégrer lors de son passage près du Soleil, mais on s'attend à ce qu'une comète, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de la fin octobre, puisse atteindre une magnitude relative, c'est-à-dire une visibilité dans le ciel par contraste, qui soit suffisante pour être vue à l'œil nu. Donc, ça pourrait potentiellement être un événement absolument extraordinaire. Voilà, rien n'est certain, mais ça pourrait être, par exemple, l'un des prochains événements visibles à l'œil nu, donc accessible au grand public, qui pourrait être véritablement magnifique à observer. Rendez-vous en octobre. Alors, merci infiniment à vous de nous avoir délivré toutes ces informations à propos de la super lune bleue. Merci beaucoup. Nous poursuivons ce journal avec une nouvelle adresse pour se régaler en principauté. Il s'agit d'Il Paquello, ouvert il y a 3 mois en lieu et place de l'ancien restaurant Como, rue de Milo. Sarah Incari et Julien Laugier vous emmènent au cœur de l'Italie. Bon voyage. Ici, tutto è fatto in casa. Les pâtes, les gnocchis, le pain. Pour Alessandro Grilli, il n'était pas question de faire autrement. Facciamo tutto assolutamente in casa. Infatti chi mi conosce ogni tanto mi vede anche la domenica, perché la domenica noi siamo chiusi, ma io vengo anche la domenica a fare un pre-impasto per il giorno dopo per poi infornare il pane caldo. Infatti noi abbiamo tutti i giorni il pane fresco. Tout droit venu de Turin, ce passionné, propriétaire de plusieurs restaurants en Italie, a à cœur de transmettre son amour pour la bonne cuisine aux locaux et visiteurs de Monaco. Noi cuciniamo solo esclusivamente cucina italiana, non della mia regione perché io sono di Torino, da quelle parti lì, ma di tutta l'Italia. Abbiamo una carta fissa, però all'interno di una lavagna abbiamo 3-4 piatti che girano tutte le settimane per far toccare un po' tutte le regioni d'Italia. Si la carte est également composée de poissons et de viande, le plat signature est incontestablement il repaquero, au nom de l'enseigne et de cette fameuse pâte en forme de tube. Cette assiette délicieuse est réalisée à base de pâtes fraîches et de homard. È un must che facciamo da anni anche negli altri ristoranti, che va tantissimo. Infatti la prima cosa che ho fatto quando abbiamo tirato giù la carta insieme all'altro chef che lavora con me è stato dire no, il repaquero deve esserci assolutamente. Et nous l'avons testé et approuvé. Et ça nous donne évidemment l'eau à la bouche. Amateurs d'art, soyez au rendez-vous. Le musée de la Villa Les Camélias à Cap d'Aille présente les œuvres de Mitchell Johnson. Cette exposition tout en couleurs est visible jusqu'au 29 septembre prochain. Et c'est la toute première fois que l'artiste américain affiche ses toiles en France. Le reportage de Christine Datomel et Camille Caloni. Le peintre californien Mitchell Johnson, qui a fait ses armes dans les années 80 à New York auprès du célèbre artiste Sam Francis, offre avec cette exposition une rétrospective de son travail sur 35 années. À l'âge de 26 ans, alors qu'il était encore étudiant, Mitchell Johnson se rend en France pour approfondir son apprentissage et pose ses valises à Meyreuil, non loin d'Aix-en-Provence, à l'instar de Paul Cézanne, pour peindre des paysages. Un séjour qui va profondément marquer le jeune homme, opérant chez lui une véritable transformation dans son œuvre. L'exposition La Révélation de Meyreuil permet ainsi de dévoiler l'avant-après 1989. Vraiment, il y a le soleil très très fort en Provence, ici à Côte d'Azur. Et par exemple, la première fois que j'étais ici, j'étais à Meyreuil, près d'Aix, avec les vignes.
Et les couleurs de feuilles, c'était très difficile parce que normalement, je n'utilise pas dans ce moment les verts suffisamment saturés. Et c'était un peu de... J'ai grandi, on peut dire ça, j'ai grandi beaucoup avec les couleurs de Provence. Je cherche les choses nouvelles et en même temps les choses que peut-être j'ai déjà vues. Et finalement, je suis prête d'essayer de peindre. Je pense beaucoup que qu'est-ce que c'est la différence entre New York, Italie, Californie, France? Est-ce que c'est la lumière ou c'est les choses que la lumière touche? La Riviera française est donc une véritable source d'inspiration pour Mitchell Johnson. La lumière et les couleurs qu'elle génère, ces paysages riches et variés, animent l'artiste qui, au travers de sa peinture, nous invite à nous questionner sur le mystère de l'apparence et sur le rapport à l'abstraction. L'addition de motifs géométriques et de teintes choisies devient ainsi une forme reconnaissable et la construction abstraite devient figurative. De cet univers circonscrit, aux formes minutieusement et infiniment déclinées, jaillit alors une atmosphère singulière où vibre en permanence la lumière. Les prochains ateliers publics de l'École supérieure d'art plastique auront lieu à partir du lundi 7 octobre et seront à destination des adultes, étudiants, lycéens, collégiens et écoliers de la Principauté. Et je vous informe que les préinscriptions se dérouleront au pavillon Beauzion entre le 9 et le 13 septembre. De plus, les assistants spécialisés de l'enseignement artistique accueilleront et conseilleront les postulants du lundi 9 au mercredi 11 septembre de 9h à 18h. Des fiches de demande d'inscription seront mises à disposition du public et elles seront confirmées par courrier à partir du 23 septembre. Terminons ce journal comme le veut la tradition avec un point complet sur vos prévisions météo. Bonsoir à vous, Sarah Nkari. Alors, le soleil sera-t-il toujours au rendez-vous demain ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Eh bien, la réponse est oui, le soleil brillera toute la journée sur la Principauté, même si quelques petits passages nuageux sont à prévoir. Quant aux températures, elles seront équivalentes à celles d'aujourd'hui et évolueront entre 22 degrés le matin et 28 l'après-midi. Enfin, pensez-y, nous célébrerons demain les Christophe. Bonne fête à eux. Merci infiniment de nous avoir suivis sur Monaco Info. Nous nous quittons avec les clichés du soir. En cette période de vacances, nombreux sont les touristes à flâner à la recherche d'un peu de fraîcheur. Pour cela, quoi de mieux que la roseraie Princesse Grasse ou encore les jardins Saint-Martin. Pourtant, le pays regorge d'autres magnifiques espaces verts qui occupent 20% du territoire. Notre photographe Manuel Vitali vous propose justement une carte postale de ces merveilles de la Principauté. Très belle soirée sur notre antenne et à demain.